Bonjour à tous, Jean-Louis Moignet, ingénieur régional Poitou-Charentes. Un point pour débuter cette matinée autour d'un certain nombre d'éléments climatiques, notamment un retour sur cette campagne très particulière avec pas mal de décalage de stade depuis le semis jusqu'à la récolte, sur lesquels nous allons revenir en essayant de pointer dans une campagne compliquée les points les plus marquants qu'on a pu repérer au cours de cette campagne. Donc la première des choses qui a été marquante, c'est après un automne et un hiver particulièrement arrosés, eh ben, on n'a pas été épargné encore sur la période du printemps, puisque quand on regarde sur la carte de gauche les pluviométries cumulées entre le 15 avril et le 30 juin, vous voyez que on a régulièrement atteint des niveaux très importants, notamment sur un secteur un petit peu est-Vienne, sud-est Vienne, nord-est Charente, avec des quantités d'eau extrêmement importantes, notamment sur le mois de juin, qui se sont accompagnées d'une très forte nébulosité, donc des périodes où on a eu des rayonnements assez bas, et on soupçonne sur ces secteurs-là où les rendements sont parfois relativement décevants, un impact de ces faibles rayonnements à cette période-là sur les maïs qui étaient au stade 10-12 feuilles, donc à la période d'initiation florale, donc un impact sur la fertilité des épis avec des programmations qui sont probablement un petit peu en dessous de ce qu'on a pu voir par ailleurs. Après cette période de printemps très arrosée, sur la période estivale, on a eu un temps souvent frais, couvert, avec des petites pluies. Mais quand on regarde les cumuls sur la période estivale, entre le 1er juillet et le 31 août, vous voyez, au passage, j'ai oublié de le préciser, mais les échelles des trois cartes que je vous présente sont rigoureusement les mêmes, ce qui permet de bien identifier les périodes où il a beaucoup plu pendant tout le cycle du maïs. Donc on voit que sur la période estivale, on a eu des quantités d'eau finalement peu élevées, malgré l'impression de pluies fréquentes, notamment sur la partie sud, en particulier Poitou-Charentes, ici, où on a quand même des pluviométries qui ont rarement excédé les 80-90 mm sur les 2 mois d'été. Donc une sécheresse relative, hein, on est en dessous des pluviométries habituelles sur cette période-là. Et puis, retour des pluies dès le début du mois de septembre et des pluies à répétition, particulièrement intenses sur la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre, qui ont particulièrement perturbé les fins de cycle et les récoltes, avec des récoltes du coup qui ont été décalées dans le temps, qui ont pris du retard et qui traînent encore aujourd'hui puisque tout n'est pas totalement récolté. Donc, si on passe à l'étape suivante, un point important, c'est que la perturbation des implantations au printemps avec les pluies abondantes s'est traduite par des retards de date de semis dans un certain nombre de situations, avec dans un certain nombre de situations des semis tardifs, voire extrêmement tardifs, hein, puisqu'on a des semis qui ont pu se réaliser souvent fin mai, début juin, voire jusqu'à la fin du mois de juin. Et malheureusement, compte tenu des conditions de la campagne, les agriculteurs n'ont pas toujours eu la possibilité de changer de groupe de précocité au moment de l'implantation et se sont retrouvés avec des maïs parfois, avec des demandes de température relativement importantes, semés à des dates inadaptées. Donc ça se traduit quand on regarde les cumuls de température. Donc vous avez sur ce graphique, sur ces deux diagrammes, pour le poste de New York qu'on a retenu, mais on pourrait faire l'exercice pour tous les postes de la région, on retrouverait des tendances identiques. Vous avez donc les cumuls de température base 630, débutés sur le graphique de gauche à une date d'implantation hypothétique du 15 avril, et sur le graphique de droite à des dates d'implantation du 1er juin. Quand on regarde les cumuls de température de l'année 2024, en rouge ici en bas, on voit qu'elles sont sensiblement inférieures
notamment aux deux campagnes précédentes, hein, 2022-2023, malgré la relative tardivité de 2023 par rapport aux années antérieures. Mais vous voyez qu'on est très largement, qu'on est en dessous de la médiane et qu'on est souvent aux alentours du décile 1, donc de l'année sur 10 la plus fraîche. Et ça se retrouve exactement de la même façon sur les semis plus tardifs. Alors avec des conséquences importantes, quand on a pu semer au 15 avril, on retrouve des dates de récolte, certes tardives, mais qu'on a pu connaître par le passé, donc avec des G3 qui bouclent leur cycle plutôt fin septembre, voire mi-octobre quand on passe sur des G4 ou des G5. Par contre, quand les semis se décalent et que le changement de groupe de précocité n'a pas pu être effectué, ben, ça se répercute avec des décalages de semis, de stades qui deviennent extrêmement importants et des maturités physio qui surviennent plutôt sur la fin du mois d'octobre, voire d'un courant du mois de novembre, avec à des périodes où les températures étant beaucoup plus basses, les pertes d'humidité sont beaucoup plus lentes et donc des retards de récolte et des humidités à la récolte extrêmement élevées. Voilà, donc quand on regarde à l'échelle de la région, hein, globalement, vous voyez que ça a été quand même quelque chose d'assez uniforme. Alors il y a un peu de variabilité selon les secteurs, quelques endroits où il a fait particulièrement frais. En tendance sur la région, on voit qu'on a un déficit de température moyen qui est aux alentours de 80 à 120 degrés jour en base 630, ce qui correspond à un décalage de stade par rapport au développement des cultures de l'ordre de 2 feuilles par rapport à ce qu'on observe habituellement. Donc un décalage significatif et qui a perduré tout au long de la campagne. Maintenant, si on revient sur l'alimentation hydrique, j'ai évoqué la période estivale. Quand on regarde par exemple ici un bilan hydrique calculé par Irelis, donc vous avez donc ici l'échelle de déficit à gauche, l'évolution du RU et du RFU ici, donc en rouge, au cours du cycle, donc qui progresse au fur et à mesure de la campagne. La période de forte sensibilité au déficit hydrique ici en rose, qui va de 15 feuilles au slag. Et en bleu, l'évolution du stock d'eau dans le sol. Donc on voit qu'en début de campagne, quand on regarde ici en bleu les pluies, on a eu des pluies suffisamment importantes pour maintenir à haut niveau le réservoir utile et même avoir ponctuellement des périodes de lixiviation, comme on le voit ici, en orange, hein, c'est les épisodes où les pluies sont excédentaires. Et puis on voit qu'à partir du mois du mois de juin, du début du mois de juillet, on creuse le déficit assez rapidement. Comme on a des stades assez tardifs avec des floraisons femelles qui sont décalées, eh bien, on se retrouve avec des stress hydriques qui ont pu survenir sur cette période de floraison dans le secteur de la Jaillère. Donc, dans cette situation-là, en irrigation, il fallait environ 3 passages d'eau pour couvrir les besoins de la culture et arriver à un régime de type ETM. Si maintenant on va sur les secteurs un peu plus séchants, et donc on prend l'exemple du Magnereau, donc là sur des variétés plus tardives, cependant des semis qui sont plutôt, vous voyez, du 15 avril, mais on retrouve ces effets de pluie précoce avec ponctuellement de la lixiviation, et puis un déficit qui se creuse assez rapidement à partir du mois de juillet, et on voit qu'à l'approche de la floraison, on était dans le rouge en termes de besoins en eau, et un déficit hydrique qui a peut-être pas trop pénalisé la floraison, mais qui, en situation de non irrigué, a pu éventuellement perturber le remplissage des grains. Dans cette situation-là, pour couvrir les besoins en eau de la culture, il nous a fallu 6 passages d'eau, donc une quantité d'eau de l'ordre de 170 millimètres, qui permettait de couvrir les besoins de la culture. Alors quand on regarde à partir de nos références d'essai ce que ça peut donner en termes de résultats dans cette situation-là, en pluvial, compte tenu du déficit, quand on regarde sur le Magnereau dans des grottes profondes, avec un RU relativement bon, on voit qu'on a des rendements qui sont en pluvial relativement bons. On est à 97, on est sensiblement au-dessus de la moyenne observée depuis 2008, mais un petit peu en dessous des meilleures années, compte tenu de ce déficit. La faible demande a permis de compenser, malgré tout, d'amortir l'excès de sécheresse. Les quantités d'eau nécessaires, ben, vous voyez qu'on est en dessous de la moyenne, mais il fallait quand même 170 millimètres. Et par contre, ces 170 millimètres permettaient de gagner du rendement de façon significative,
comme on va le voir sur le graphique suivant, ici, avec des niveaux de rendement qui sont quand même sensiblement au-dessus de la moyenne. On est parmi les meilleures années sur le secteur du Magnereau. On n'a pas eu de problème de rayonnement en début de cycle. On a des niveaux de rendement qui correspondent à ce qu'on a pu observer dans pas mal de situations de la zone un petit peu océanique, sur l'Aunis, sur le sud de la Charente-Maritime, sur la Vendée. On a en irrigué des rendements excellents, avec des gains de rendement procurés par l'irrigation très bons et une très bonne valorisation de l'eau, comme on va le voir sur le graphique suivant, puisque en tendance, en moyenne, on est en général aux alentours de 3,3 quintaux par tranche de 10 mm apportée. Cette année, on est plutôt proche des 4 quintaux par 10 mm. Donc une année, malgré les petites pluies qu'on a pu observer dans le courant de l'été, qui s'est avérée relativement sèche sur la période estivale, et qui nécessitait, quand on le pouvait, des quantités d'eau pas forcément très élevées, mais qui étaient nécessaires pour couvrir le besoin et qui répondaient très bien à l'irrigation. Donc, si on revient sur cette campagne décalée, ces décalages de stade, ils vont avoir des conséquences relativement importantes, hein, on l'a vu, en termes de rendement, donc plutôt des rendements très corrects dans pas mal de situations, à l'exception de quelques secteurs qui ont été soit gênés par les excès d'eau de début de cycle, soit qui ont subi probablement des défauts de rayonnement. Par contre, sur le plan agronomique, des conséquences assez fréquentes sur lesquelles on va revenir, enfin que Charlotte va revenir, notamment sur le plan agronomique, des problèmes de verse, sur lesquels avec des sources de verse qui sont très, très différenciées, très variées, des problèmes de qualité sanitaire, très ponctuellement sur des secteurs un peu plus nord, des petits épisodes de froid, mais qui globalement sur le reste de la région ont été quand même assez anecdotiques. Et puis sur le résultat économique de la campagne, des conséquences quand même assez fortes, puisqu'on termine le cycle avec des humidités souvent élevées, qui descendent peu parce qu'on est sur des récoltes extrêmement tardives, et donc avec des frais de séchage extrêmement importants. Et éventuellement des perturbations pour les implantations de cultures suivantes, qui vont nécessiter parfois des changements de rotation ou des adaptations variétales, puisqu'on est sur des récoltes qui sont extrêmement tardives. Et puis, dans un certain nombre de situations, des problèmes de tassement à l'implantation, compte tenu des humidités importantes de sol, et également des difficultés, vu les difficultés de récolte, notamment dans les situations, dans les récoltes fourragères, des défauts de qualité fourragère avec des silos contaminés éventuellement par de la terre et dans lesquels, et des humidités encore élevées qui ont été récoltées, et du coup des difficultés de conservation qui se traduisent par des taux de butyrique plutôt plus élevés que ce qu'on observe habituellement. On va maintenant revenir sur un fait assez marquant de la campagne, et notamment la verse. Donc, il y a eu pas mal de verses cette année. Alors, hop. Donc, en préambule, très rapidement, les différents types de verses qu'on est susceptible de rencontrer. Donc, on a de la verse qui peut intervenir avant le stade floraison plus 15 jours. Donc, à ce stade-là, on va avoir affaire généralement à de la verse qui va être dite en végétation ou racinaire. Donc, on a un système racinaire qui ne va pas permettre de maintenir les plantes debout. On parle aussi beaucoup de snapping. Donc, c'est de la casse partielle ou complète de tiges qui étaient saines initialement. C'est ce qu'on peut voir sur ces photos là qui ont été prises fin juillet, début août sur la jaillère. Donc, ça plie, parfois ça casse. Là, donc il y a des plantes cassées sur la photo. Et ça va se redresser plus ou moins bien en fonction au final, on ne sait pas trop quoi. Et puis, on peut également avoir de la verse qui va intervenir après le stade floraison plus 15 jours. Donc là, on peut avoir une plus grande variabilité de causes. Donc, on peut avoir de la verse mécanique. Donc, c'est en gros, de la verse en végétation et ou qui s'est pas redressée quand elle est intervenue tôt. De la verse racinaire apparue post-floraison. Donc là, c'est le cas sur les photos que vous pouvez voir à l'écran. Et puis, on peut aussi avoir de la verse dite physiopathologique, notamment au phénomène de tiges creuses. Donc, on a un transfert des assimilats qui va être exagéré des tiges vers le grain sous l'effet d'un stress, et puis des tiges qui sont fragilisées, qui cassent. On peut avoir de la verse parasitaire suite à des attaques de foreurs. Donc, comme vous voyez en haut à gauche, on peut avoir du rhizoctone. On en a eu pas mal cette campagne. Et puis, on a également les foreurs qui peuvent être responsables de chute d'épis quand ils s'attaquent au pédoncule. Donc, c'est ce que vous voyez sur la photo en bas à gauche de l'écran. Donc, après ce rapide tour d'horizon, on peut s'interroger du pourquoi est-ce qu'on a eu autant de verses en 2024. Donc là, sur la diapo, on a récapitulé l'ensemble des facteurs qui peuvent favoriser de la verse.
Donc, on a des facteurs plutôt climatiques et d'autres plutôt parasitaires. On va les balayer très rapidement. Donc, Jean-Louis vous a déjà pas mal parlé de la pluie qui a impliqué des retards de semis, mais je rajoute une autre conséquence de ces pluies qui peut être des niveaux d'enracinement limités des maïs en 2024. Alors, d'une part, parce qu'on avait des structures qui parfois pouvaient être dégradées par les préparations difficiles ou les interventions parfois réalisées alors qu'on avait une portance un peu limite. Et aussi, ça peut être lié au fait que, comme on avait de l'eau disponible directement dans les horizons de surface, ça n'a pas forcément incité les racines à plonger en profondeur. Donc des niveaux d'enracinement qui étaient peut-être pas extraordinaires en 2024. Alors de même, on a pas mal parlé des températures et notamment de leur incidence sur la durée du cycle des maïs. Donc en conséquence, on va avoir des cultures qui sont davantage exposées aux tempêtes d'automne. Donc malheureusement, on n'a pas eu l'été indien qu'on aurait pu espérer avoir. On a eu des coups de vent assez violents fin septembre. Par contre, le côté positif, il y en a quand même, c'est que on n'a pas eu de stress thermique à floraison et donc du coup, on a globalement de bonnes fécondations. On a des épis qui sont bien remplis et qui étaient insérés haut. Donc en fait, le premier épi initié et celui qui s'est développé, on n'a pas eu de phénomène d'avortement. Ça, c'est le côté plutôt positif de ces températures un peu fraîches. Et puis le rayonnement, donc Jean-Louis l'a évoqué, mais il peut également avoir une incidence sur le risque de verse. Donc on va le regarder sur deux périodes différentes. Donc au moment de la période d'élongation, donc entre 8 feuilles et floraison. Quand on a un manque de rayonnement, à ce moment-là, on va avoir des tiges qui peuvent avoir tendance à s'allonger, à s'étioler dans un but de recherche de la lumière. Et puis du coup des tiges qui vont être plus fines, potentiellement plus fragiles. Et deuxième période, sur la période de remplissage du grain. Donc là, quand on a des rayonnements déficitaires sur cette période-là, on peut observer une remobilisation plus importante des réserves de la tige pour aller remplir les grains. Donc, grosso modo, on a une compensation par la tige de ce que les feuilles ne peuvent pas fournir en quantité suffisante faute de lumière ou de soleil. Et donc, en conséquence, une fragilisation des tiges. Donc là, très rapidement, on vous a remis une carte des sommes de rayonnement entre le 1er juin et le 31 août, en pourcentage d'écart à la médiane 20 ans. Et sur la carte, on voit bien que la zone des Pays de la Loire a probablement été impactée plus fortement par ce manque de rayonnement que la zone un petit peu plus au sud. Et puis, pour terminer, on va retrouver les foreurs. Et puis, le rhizoctone, donc, qui, je vous disais, a été très fortement présent cette année, notamment lié aux conditions pluvieuses de la campagne. Donc, si je résume rapidement, on avait des maïs en 2024 qui étaient de grande taille, avec des enracinements potentiellement déficients, alors peut-être pas partout, mais dans certaines situations, on a pu avoir des niveaux d'enracinement qui étaient pas terribles, des épis insérés hauts, qui étaient de plus bien remplis, donc lourds, gorgés d'eau parce qu'en fait il a plu tout le temps. En parallèle de ça, des tiges qui ont pu être fragilisées par les mauvais rayonnements et ou par les foreurs, du rhizoctone qui va avoir une atteinte également racinaire. Donc en 2024, vous voyez qu'on avait en gros tous les voyants qui s'allumaient au rouge. Et en gros, l'élément déclencheur de l'averse a été le vent de fin septembre qui a donné le coup de grâce et qui a provoqué du coup de l'averse dans pas mal de situations. Voilà. Tout ça lié aux conditions 2024 qui ont été favorables en fait tout au long du cycle. Et puis pour terminer sur ce retour sur la campagne passée, on a choisi de vous parler également un petit peu de risques sanitaires qui s'avèrent particulièrement importants cette année et qui va se trouver de plus être amplifié par les récoltes tardives. Alors avant de démarrer, un petit panorama de ce qu'on peut rencontrer dans la région. Donc on peut avoir du Fusarium graminearum, donc c'est la photo que vous voyez en haut à gauche. C'est le même que celui qu'on va retrouver sur céréales. Il va se conserver sur les résidus de culture et puis en fonction des conditions climatiques, il va se développer de manière plus ou moins importante. Et si les conditions sont favorables à floraison, donc en gros s'il pleut à floraison, les spores du champignon vont être en mesure d'aller contaminer les soies du maïs et donc du coup contaminer les pieds et faire des symptômes comme vous pouvez les voir sur la photo. Et puis, on peut également avoir des fusariums dits de la section Lyseola. Donc, ça peut être, par exemple, Fusarium verticilloides, mais il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs dans cette catégorie-là. Donc là, c'est plutôt des champignons secondaires qui vont venir contaminer les plantes ou les grains, pas directement suite à une blessure qui aurait été provoquée. Alors, ça peut être par les foreurs, par exemple, Iliotis cette année, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Et j'ai envie de dire que pour les reconnaître, pour faire la distinction entre ces deux types de fusas, c'est probablement un peu plus simple qu'en blé.
Donc, quand on a affaire à du Graminéarum, on va avoir un développement de mycélium, donc comme vous le voyez là, qui démarre du haut de l'épi. Et puis surtout, on a tous les grains d'une même couronne qui vont être touchés. Quand on appuie sur les grains, ils vont s'enfoncer dans la rafle qui est également elle-même pourrie. Et quand on a des fusariums plutôt de la section Lyséola, on va avoir des grains qui vont être touchés aléatoirement. Donc, comme vous voyez sur la photo du milieu, et on n'a jamais tous les grains d'une même couronne qui sont impactés. Voilà. Donc, ces deux champignons, ils vont être susceptibles de faire perdre du rendement, parce qu'en fait, on a le mycélium qui va se développer au détriment de l'amidon. Ça va faire des grains légers, et donc on a une perte de rendement qui va être directement au prorata du nombre de grains touchés. Et puis surtout, ces champignons-là, ils vont être responsables de la production de mycotoxines qui sont suivies et réglementées, notamment production de DON et de ZEA pour Graminéarum et de fumonisine B1 et B2 pour les fusariums de la section Lyséola. Et puis enfin, on l'observe moins fréquemment dans nos régions, mais tout en bas à gauche, vous avez la photo d'Aspergillus, qui lui va être responsable de la production d'aflatoxines, qui sont également réglementées, mais qui est plutôt présent quand il fait très chaud et sec en tendance. Donc, dans le tableau que vous avez à droite, vous allez retrouver les différents champignons et les toxines que je viens de vous expliquer. Il y en a d'autres. Et puis, leurs optimums de croissance en termes de température, alors côté champignons et côté production de toxines. Donc, c'est des plages. Hein. Ça ne veut pas dire qu'au-delà de cette plage-là, on n'a plus de développement ni de champignons ni de toxines. C'est vraiment une plage optimale. Et puis, il faut également avoir en tête qu'on n'a pas de relation clairement établie entre présence de champignons et teneur en mycotoxines. Donc, des fois, on peut avoir du développement de mycélium sur épi et au final, pas forcément de mycotoxines. Et parfois, c'est plus traître. C'est le contraire. On peut avoir des mycotoxines sans forcément avoir observé de champignons sur les plantes. Alors, on parle pas mal de mycotoxines cette année. Alors, d'une part, parce qu'on a des conditions qui ont été très favorables au développement des champignons. On a des récoltes tardives qui vont amplifier le niveau de risque de développement de mycotoxines, mais aussi parce qu'on a eu une évolution réglementaire au 1er juillet dernier. Donc, dans le tableau, on retrouve les différentes mycotoxines réglementées. Je vais peut-être laisser celui-là dans un premier temps. Et les teneurs à ne pas dépasser. Et donc, si on fait un zoom sur celles qui étaient affichées en rouge, donc c'est celles pour lesquelles les seuils ont bougé en 2024, donc notamment le DON, qui va passer de 1750 à 1500 microgrammes par kilo, et la teneur en T2HT2, qui jusqu'alors n'était soumise qu'à recommandation et qui, depuis le 1er juillet 2024, est réglementée, avec en plus un abaissement du seuil à 100 microgrammes par kilo, pour la somme des deux. Et puis bon, dans le tableau que je vous ai montré précédemment, vous avez également les autres seuils pour toutes les toxines dont on vient de parler, les aflatoxines, les fumonisines, et puis les seuils également pour l'alimentation animale. Voilà, donc vous retrouverez tout ça dans le topo. Comme sur céréales à paille, on a une grille qui nous permet d'estimer le risque DON en maïs. Donc, pour évaluer le risque, on va prendre en considération différents facteurs agronomiques dans un premier temps, notamment la gestion des résidus. Donc, je vous ai dit que Graminéarum était présent sur les résidus de la culture précédente. Et quand on parle de gestion des résidus, on entend principalement est-ce qu'il y a eu un labour, est-ce qu'il y a eu un broyage, et puis on couple cette info à la nature du précédent. On regarde également la présence de foreurs, donc Piral, ses amis qu'on a l'habitude de voir, et puis Héliotis cette année qui s'est invité dans les maïs, donc je vous ai dit qu'on y reviendrait tout à l'heure, et ainsi que la date de récolte. Donc dans nos secteurs, on va considérer une date comme tardive à partir du moment où dans le Poitou-Charentes, on récolte un maïs grain après le 1er novembre, et en Pays de la Loire, à partir du moment où on récolte après le 5 novembre. Donc là, clairement, on est cette année sur des récoltes plutôt tardives. Et puis, dans un deuxième temps, on va regarder les éléments climatiques, donc notamment les températures du mois de mars, et puis les conditions d'humidité, d'hygrométrie du mois d'août. Et donc, quand on positionne 2024, on se retrouve plutôt dans cette catégorie-là. Quand on coupe au facteur agronomique, ça nous donne une lettre. Et que signifie cette lettre? Donc, en fait, on a ici une étude qui a été réalisée sur plus de 2000 parcelles enquêtées, donc c'est des enquêtes directement au champ. C'est d'ailleurs ces parcelles-là qui nous ont permis de construire la grille. Et on a pour chacune de ces lettres une teneur moyenne en DON et un risque de dépassement du seuil des 1500 microgrammes par kilo. Donc, par exemple, si je fais la grille et que je me retrouve en risque de niveau E, ça veut dire que je vais avoir une teneur moyenne de mon lot à 1729 microgrammes par kilo et un risque de dépasser le seuil des 1500 à 34%. Et puis surtout, il faut également noter que la teneur en mycotoxines va augmenter potentiellement de manière explosive ou exponentielle. Ça peut être extrêmement rapide.
Et puis, à titre d'info, il existe également une grille pour le risque fumonisine. On ne le détaillera pas ici, mais sachez que ça existe et ça fonctionne globalement sur le même principe. Et enfin, pour terminer sur le risque sanitaire, on voulait attirer votre attention sur le risque qui peut être pris quand on réalise du pré-stockage. Donc, on a bien en tête que ça se pratique pas mal cette année compte tenu du contexte. Donc ici, vous avez les résultats d'un essai dans lequel on a évalué l'impact du nombre de jours de pré-stockage sur l'évolution des teneurs en mycotoxines, donc en DON, fumonisine et ZEA. Donc si par exemple, on prend l'exemple du DON, donc c'est la première colonne, on voit qu'au bout de 2 jours de pré-stockage, on a une teneur de DON qui va passer du simple au double. Alors dans le cas de l'étude, on ne dépasse pas le seuil, mais par contre, si on se place dans le contexte de 2024 avec potentiellement des teneurs en mycotoxines qui étaient importantes dès la sortie du sang et donc dès le jour zéro, en fait, on peut craindre vraiment de voir s'envoler les teneurs en mycotoxines dans les lots. Donc, on a bien conscience qu'il n'est pas toujours possible de procéder autrement, et notamment cette année, hein, mais on vous incite quand même à la vigilance sur cette technique-là du pré-stockage, et à minima pour que vous ayez les éléments en tête. Et puis, sur les éléments à retenir, je ne vais pas répéter tout ce qu'on vient de dire avec Jean-Louis, mais je vais plutôt terminer sur une note positive en disant que malgré tous les éléments qu'on vient de voir, et même si on a un risque sanitaire qui est globalement important, les potentiels dans la région, en tendance, sont plutôt bons à très bons. C'est un petit peu ce que Jean-Louis a présenté tout à l'heure. Alors bonjour à tous. Maintenant, après avoir fait un retour sur la campagne passée, on va s'intéresser maintenant aux résultats de l'année 2024 et nos préconisations pour la campagne suivante. Et on va commencer par la partie ravageur avec un premier point sur les corvidés et les solutions de lutte à l'étude en traitement de semences. Et ensuite, je passerai la parole à Charlotte pour une brève sur la géomise et l'héliotis. Donc, concernant la protection du maïs contre les dégâts de corvidés, et donc avec un focus sur la comparaison de solutions en traitement de semences, dans l'Institut, on travaille sur différents dispositifs à différentes échelles, donc à l'échelle de la micro-parcelle, à l'échelle de la grande parcelle, et aussi avec des tests de fréquentation. Donc, on va regarder ça ensemble. Pour commencer sur les les essais en micro-parcelles, en 2024, on avait 2 essais qui étaient valides, c'est-à-dire qui présentaient des attaques pour pouvoir éprouver les solutions. Et donc, on avait un essai en Bretagne avec 30% de plants de sienne dans les témoins et un essai en Alsace avec 56% de plants de sienne dans les témoins. Ce qui est à retenir pour cette année, dans ces 2 essais valides, la caractéristique, c'est qu'on avait des dégâts qui se sont concentrés sur vraiment le tout début de cycle, avec des dégâts qui étaient précoces et donc réalisés entre le semis et l'albé. Et ça a son importance et on y reviendra après, puisque justement, les solutions, en fonction de la précocité de l'attaque, peuvent réagir un petit peu différemment. Pour rappel, l'objectif de ces essais, c'est bien de rechercher une alternative à la solution de référence qui est le Corrid 420 FS avec des solutions justement qui ont un meilleur profil toxicologique, puisque pour rappel, le Corrid a la phrase de risque H330, donc toxique par inhalation. Sur cette référence Corrid 420 FS, la date de fin d'approbation est officiellement notée au 15 mars 2025. Après ça, on peut avoir un délai d'écoulement qui peut être de 0 jusqu'à 18 mois, mais on peut raisonnablement être confiant pour la prochaine campagne avec la possibilité d'utiliser des semences traitées Corrid. Et donc, si on regarde les résultats là, sur ces 2 essais en 2024, ce qu'on peut observer, c'est que en fonction finalement des solutions, on peut avoir quand même de la variabilité entre les 2 essais de 2024 sur les solutions testées. Mais tout de même, on peut remarquer qu'on a des solutions, il existe des solutions qui s'approchent justement de l'efficacité de la référence et qui sont tout de même intéressants à suivre. Si maintenant on s'intéresse à la synthèse pluriannuelle, donc sur 2 ans, 2023-2024, ce qui nous fait 4 essais, eh bien, si on s'intéresse à l'analyse statistique, on peut observer que finalement,
il n'y a pas de différence significative entre toutes les solutions testées. Il y a bien une différence significative entre le corite et le témoin, mais par contre, on n'observe pas de différence significative entre les autres solutions à l'étude et le témoin. Donc voilà, il n'y a pas de différence. On ne peut pas, en tout cas avec ce regroupement de 4 essais, de faire de différence entre l'ensemble des solutions qui ont été testées ici. Ensuite, si on s'intéresse maintenant aux essais grandes parcelles, donc un essai grande parcelle, c'est un essai dans lequel une solution est évaluée, c'est-à-dire qu'il y a des sites BPO, il y a des sites Ecovelex, il y a des sites Quanavo, et dans ces différents sites, eh bien, on compare justement une des solutions avec le témoin et la référence Corée 420 FS. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on fait des notations du nombre de plantes présentes sur des placettes de 20 mètres linéaires à plusieurs dates pour justement éprouver les solutions. Ce qu'il y a à retenir en termes de données acquises, c'est que pour le BPO, donc on avait 3 années d'essai. Finalement, en 2024, il n'y a eu aucun essai valide. Donc on a que les essais de 2022-2023. En 2024, on a essayé également le Quanavo et l'Ecovelex. Et ce qu'on peut remarquer, bah, c'est que finalement, les essais corvidés, c'est un travail de longue haleine puisque au total, on a mis en place sur ces 3 années 56 essais et seulement la moitié, eh bien, finalement, revient valide. Autre chose qui est important de souligner sur cette partie-là, sur ces essais-là, c'est que comme les essais micro-parcelles en 2024, ce qu'on peut observer en tendance sur ces essais, c'est qu'on a quand même sur ces 3 années des attaques qui sont plus précoces que ce qu'on peut observer finalement habituellement sur le terrain où on a plus facilement des attaques après la levée au niveau du stade 2-3 feuilles. Là, on a quand même un nombre de sites d'essai où les attaques, où par exemple, à 17 sites atteignent 80% du taux d'attaque dans les 20 jours après le semis. Et seulement deux ont subi 20% d'attaque au-delà de ces 20 jours. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est quand même qu'on a des évaluations de ces solutions qui se réalisent dans des situations d'attaque plutôt précoces. Voici quelques photos pour illustrer un petit peu ces différents essais, où là on a un essai à lumière dans le 62 qui est très, très parlant et très, très imagé, où on a le témoin au milieu des deux solutions testées avec la référence et ici les Covelex. En termes de résultats pour ces essais grandes parcelles, comme je l'ai dit, pour le BPO, on avait 2 années d'essai, donc 2022-2023, il n'y a pas d'essai en 2024 valide. Et en termes de résultats, en efficacité, là, on peut voir que pour l'ensemble des 6 essais, on avait 46% d'efficacité pour le CORI, 31% pour le PPO. Il n'y a pas de différence entre les deux solutions, mais par contre, il y a bien une différence de ces deux solutions par rapport aux témoins. Si maintenant on précise un peu les choses et qu'on répartit les essais en deux catégories avec attaque faible, attaque forte, et qu'on s'intéresse plus particulièrement aux situations en attaque forte, là on a 4 essais, eh bien on a une efficacité 45% du CORIT en attaque forte, 31% pour le BPO, et là, il y a même chose qu'au-dessus, pas de différence entre les produits, mais par contre, les deux produits ont bien une différence significative par rapport aux témoins. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le BPO est proche des efficacités du CORIT, y compris en attaque forte. Si on continue notre panorama avec la solution Quanavo, avec 11 sites en 2024, on peut voir tout d'abord qu'il y a une efficacité vraiment très importante du CORIT là, en 2024, avec 72% d'efficacité pour le CORIT, 45% pour le Quanavo, et la même chose que pour la solution précédente, pas de différence entre les produits, mais bien une différence par rapport aux témoins. Même principe, on regarde un peu ce qui se passe dans les cas d'attaque forte. Ici, on a 4 sites également en 2024 pour le Quanavo, 71% d'efficacité pour le CORIT,
29% pour le Quanavo. Et là, justement, c'est un peu différent que la solution précédente. Il y a bien une différence significative entre le Corit et le témoin, mais par contre, pour le Quanavo, il n'y a pas de différence effectivement entre les deux solutions Corit Quanavo, mais il n'y a pas de différence non plus significative entre le Quanavo et le témoin. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que le Quanavo, il est proche des efficacités sur l'ensemble des essais du Corit, mais en cas d'attaque forte, là, avec ces quatre sites qu'on a pu mettre en place, eh bien, il est non différent du témoin dans ces cas-là. Même principe pour les Covelex. 2024, on avait 11 sites. Pas de différence significative entre les deux solutions. 76% d'efficacité pour le Corit, 43% pour les Covelex. Mais par contre, oui, il y a une différence de ces deux solutions par rapport aux témoins. On continue sur le même principe. On avait également 4 sites en attaque forte cette année en 2024. Là, 70% d'efficacité pour le Corit dans ces cas-là, 37% pour les Covelex, et même conclusion que pour le Quanavo, c'est-à-dire qu'on n'a pas de différence entre les produits effectivement, mais il y a bien une différence entre le Corit et le témoin, mais pas de différence entre les Covelex et le témoin dans ces essais grandes parcelles en 2024. Donc voilà, même conclusion pour le Quanavo, que le Quanavo, proche des efficacités du Corit au global, mais en attaque forte, eh bien, il n'y a pas de différence avec le témoin. Ensuite, dernier dispositif qui est mis en place dans l'Institut, c'est les essais, les tests de fréquentation. Donc un test de fréquentation, c'est un dispositif qui consiste à semer une grande quantité de maïs dans les microparcelles. On protège par des filets anti-oiseaux lorsque le maïs est au stade 2-3 feuilles. Donc c'est important de noter cette spécificité puisque on l'a dit précédemment que nos essais, là, les microparcelles en 2024, les grandes parcelles sur 3 ans, on avait plutôt des attaques précoces, donc quelques jours après le semis, alors que là, dans ces cas-là, on impose une attaque qui nous semble plus représentative au stade de 3 feuilles. Et donc, c'est important pour justement analyser les résultats. Et donc ensuite, une fois qu'on a posé les filets, on attend le stade de 3 feuilles. Et une fois le filet enlevé, on va faire deux types de mesures. Une prise de photo pour suivre justement la fréquentation des corvidés dans les différentes modalités, mais aussi le dénombrement du peuplement des plantes. Donc c'est une notation qui est faite par les collègues. Et ce dispositif, il est fait préférentiellement dans des environnements propices aux fortes d'attaque. Là, on peut le voir typiquement sur cette photo, proche de grands arbres, une parcelle isolée. Euh, voilà. Donc, pour illustrer un petit peu le dispositif, on vous a mis quelques photos où là, justement, les collègues, on est au stade de 3 feuilles, on enlève les filets, on lance la caméra et donc on peut observer les corvidés qui vont justement se positionner sur les différentes modalités. Et comment on analyse un petit peu ce type d'essai? Eh bien, on arrive à un graphique qui ressemble à celui-ci. Et donc, je vais le décrypter avec vous. En abscisse, justement, on a les jours et les heures de manière chronologique. Et nos deux variables qui sont notées, le nombre de corps vidés en cumul et le pourcentage de plans de scène. Et donc, du coup, par exemple, donc, le nombre de corps vidés en cumul, c'est les traits pleins. Et le pourcentage de plans de scène, c'est en pointillé. Et donc, par exemple, si on regarde par exemple la courbe du nombre de corps vidés en cumul, là, en rouge, on a le témoin. Donc, préférentiellement, en termes d'attractivité, c'est le témoin qui va attirer en plus grand nombre les corps vidés et qui vont s'attaquer tout d'abord à cette modalité. Et ensuite, quand finalement ils y sont tous passés, eh bien, on passe à une autre, ils vont passer à une autre modalité qui est un peu moins attractive. Et donc, du coup, ça crée une hiérarchie de la fréquentation. Mais pour établir justement l'analyse de l'essai en termes statistiques, ce qu'on va faire pour ces deux
deux mesures et ces deux types de courbes, c'est qu'on va regarder justement les aires sous la courbe, en se disant par exemple là si on regarde notre témoin en pointillé, eh bien en dessous de cette courbe, on a 0% d'efficacité. Donc c'est en dessous du témoin 0% d'efficacité. Au-dessus, on a 100% d'efficacité. Et finalement, pour analyser nos différentes modalités, c'est l'écart, ou en tout cas c'est l'air sous la courbe, l'air sous la courbe qui est mesuré entre la modalité testée et le témoin. Donc voilà, donc par exemple, là au 26,07 à 6h36, pour la modalité BPO, on a 64% d'efficacité. Donc voilà comment se lit ce type de graphique. Et donc si on synthétise un petit peu ces données sous forme de graphique, un peu peut-être plus lisible. En termes de fréquentation, donc c'est le graphique du haut, ce qu'on observe, c'est que finalement ici on a notre témoin qui est le plus attractif, sur lequel les corvidés vont préférentiellement s'attaquer. Et tout à droite, on a la solution de référence Coride 420 FS. Et au même niveau, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, on a l'Ecovelex, donc I2310, et la solution I2309 à la dose 1 ou à la dose 2, qui est finalement sur le même plan, le même niveau statistique également, et qui est bien différent de notre témoin ici. Et en termes de plantes présentes, là, donc, ce qu'on observe ici, c'est finalement la même chose, où notre témoin, qui est ici avec le nombre de plantes présentes le plus faible, et la référence Coride 420 FS ici, et les deux modalités comme au-dessus, Ecovelex et I2309, à deux doses différentes, qui se retrouvent sur le même plan. Donc, ce qu'on peut retenir de ces essais corvidés pour 2024, c'est qu'on observe finalement des efficacités globalement comparables, quel que soit le dispositif expérimental mis en œuvre, mais tout de même, on l'a vu, en fonction de, justement, très probablement du stade de l'attaque, eh bien, on a des modalités qui se comportent un petit peu différemment, et notamment là, sur les tests de fréquentation, on a des attaques au stade de 3 feuilles. L'Ecovelex et la modalité 2309 se retrouvent vraiment équivalents sur le plan statistique, alors qu'ils n'y sont pas sur ces attaques plus précoces en grandes parcelles et micro-parcelles. Donc on peut supposer en tout cas une meilleure rémanence de ces produits ici, puisque ils ont une meilleure efficacité à des dates plus avancées que par exemple des solutions comme Quanavo plus Force 26 qui vont fonctionner à des stades plus précoces. En termes de recommandations pour la récolte 2026, on voulait rappeler tout de même que là, c'est une solution qui est importante et à rappeler aussi, c'est de contribuer à réguler les populations de cordeilles noires et de corbeaux freux dans la région, à exposer ou abaisser l'exposition des jeunes plants par les pratiques agronomiques, donc c'est-à-dire grouper les semis, éviter les préparations en conditions trop sèches, ne pas avoir des sols trop moteux ou soufflés, privilégier, si possible, des semis plus profonds à 4-5 cm si les conditions le permettent. Et en situation de risque élevé, tant qu'on a la possibilité d'utiliser le corite, eh bien privilégier ce traitement de semences. Et ensuite, on a pu le voir, on a des solutions qui sont parfois avec une variabilité en fonction des essais, mais tout de même, on observe quand même des efficacités qui peuvent être proches de cette référence étudiée. Et ensuite, on voulait rappeler l'importance de déclarer les dégâts avec l'application qui est à notre disposition et qui permet justement de préserver ou en tout cas de maintenir ces espèces parmi les ésodes et qui est important. Ok, donc en bref, effectivement, on vous propose de parler rapidement de Fuse. Donc pour ceux qui sont concernés, vous savez bien qu'à ce jour, il n'existe pas de solution pour lutter contre ce ravageur. Et c'est la raison pour laquelle la filière a demandé une dérogation pour la solution Lumiposa.
Donc, c'est du cyantramiliprol. Bonne journée, à bientôt. C'est du cyantramiliprol utilisé en traitement de semences. Et pour rappel, c'est la 3e année pour laquelle on va obtenir une dérogation de cette spécialité. En attendant, on l'espère, une homologation. Donc, la dérogation est obtenue sous les conditions suivantes, là, qui sont apparues dans le petit paragraphe bleu. Donc, c'est les mêmes que l'année dernière. Il n'y a que la date qui change. En gros, du 1er mars au 29 juin 2025, à la dose maximale de 52,3 grammes de matière active par hectare. Et surtout uniquement sur les régions Pays de la Loire, Bretagne et anciennement Basse-Normandie. Voilà, il y a également des restrictions sol drainé que vous retrouvez dans le cartouche bleu. Donc, on ne va pas détailler, mais vous aurez les infos. On vous a remis quelques résultats. Donc, on ne sait pas exactement à quelle dose le produit va être homologué. Donc, on l'a testé à différents grammages dans le but de ne pas dépasser les 52 grammes par hectare, quelle que soit la densité de semis. Donc, si on compare à du Karaté 04 GR appliqué avec diffuseur, donc on voit que le Lumiposa va présenter les mêmes niveaux d'efficacité. Donc, je vous rappelle quand même que le Karaté, il n'a pas d'usage géomise, mais que quand on l'utilisait avec diffuseur sur topin, il y avait également une efficacité qui était présente sur le ravageur géomise. Mais depuis quelques années, on ne peut plus utiliser cette spécialité avec diffuseur. Et donc, du coup, sur le graphique que vous voyez apparaître à droite, vous voyez qu'en fait, quand on utilise le Karaté sans diffuseur, il perd son intérêt sur topin, mais également sur géomise. Et donc, du coup, avec la solution Lumiposa, ça nous permet d'avoir une solution a priori pour les semis 2025 dans les secteurs concernés. Donc, voilà pour Géomise. Et puis, on a également fait le choix de vous faire un petit focus sur Heliotis. Donc, c'est un ravageur qui est habituellement plutôt retrouvé dans le sud de la France. On n'est pas tellement habitué à le voir dans nos cultures, enfin, sur nos cultures dans la région. Mais en 2024, on l'a beaucoup observé sur maïs, sur sorgho. Et puis, on a également eu des signalements, notamment dans le Poitou-Charentes ou au sud Pays de la Loire, dès le printemps, sur pois chiches. Donc, c'est qui ce ravageur? C'est un papillon qui ressemble quand même pas mal à une sésamie. Donc, vous voyez là sur la feuille, il est posé, c'est un papillon qui a un petit peu la même allure, avec un cycle qui peut être à peu près similaire. Donc, on a des dégâts qui vont être causés non pas par le papillon, mais par la chenille. Chenille qui, au passage, peut prendre des allures assez variables. Alors, elle a toujours plus ou moins la même tête, mais elle a des couleurs qui peuvent être très variables. Elle peut passer du jaune au vert, voire au marron. Il y a 2 espèces qui existent en France, une sédentaire et l'autre qui est migratrice. Et puis, il faut avoir en tête que c'est un ravageur qui va s'attaquer aux organes fructifères des plantes. Donc, du coup, il peut manger globalement tout ce qui lui passe à portée de bouche. On en parle beaucoup sur tomates, haricots, et sur maïs, on en parle plutôt dans le sud. Et dans les secteurs sud, d'ailleurs, qui sont concernés, ils disent généralement qu'ils en voient plus fréquemment dans les maïs doux et les maïs semences qui, a priori, seraient plus exposés parce qu'ils ont des stades de floraison décalés. En termes de fonctionnement, donc en fait, le papillon va venir pondre sur les soies des plantes. Les larves vont commencer à s'alimenter des soies et puis ensuite, elles vont poursuivre en consommant le haut de l'épi, comme vous pouvez le voir là sur les photos sur la diapo. En termes d'incidence sur la productivité, notamment en maïs, elle est plutôt faible. Par contre, ça permet de faire un petit peu le lien avec la partie mycotoxine qu'on a vue tout à l'heure. Toutes les blessures qui vont être occasionnées sur grain, ça va créer des ports d'entrée aux champignons et donc potentiellement augmenter le risque de production de mycotoxines et entraîner le risque de dégradation de la qualité sanitaire. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a autant d'héliotis cette année. Donc on a 2 hypothèses. Est-ce qu'on a eu plus de papillons ou est-ce qu'on a une exposition du maïs plus importante? Donc quand on fait la campagne a posteriori, en fait, on peut supposer que le coup de chaleur qu'on a pu observer fin juillet a favorisé alors soit la migration du papillon depuis le sud ou alors le vol des ravageurs, tout simplement qui étaient présents déjà dans la région. Alors d'autant plus qu'on a eu les premiers signalements sur maïs qui nous sont remontés à peu près 2-3 semaines après ce pic de chaleur. Alors vous me direz, avoir un pic de chaleur ou une vague de chaleur en juillet, c'est pas non plus complètement atypique. Et pour autant, on n'observe pas forcément des papillons tous les ans. Donc c'est là qu'intervient la deuxième hypothèse explicative, à savoir le décalage de cycle induit par les semis tardifs et les températures plutôt fraîches. Et donc, a priori, il est fortement probable en fait qu'on ait une concomitance entre l'arrivée des papillons dans la région et le stade de sensibilité des maïs.
Donc, a priori, les papillons se seraient retrouvés dans la région au moment de la floraison, et puis ils ont pu réaliser leur cycle sur le maïs. Et ça a peut-être été d'autant plus amplifié, tu peux afficher la fin de la diapo, Clément, si tu veux. Ça a été d'autant plus amplifié que les conditions estivales étant assez fraîches, avec des rayonnements peut-être également assez faibles, en fait, on a eu un allongement du cycle de la culture et donc potentiellement un allongement de la période de sensibilité du maïs. Donc, en conséquence de cette présence d'héliotis, en gros, on a un risque accru de la dégradation de la qualité sanitaire dans les maïs. Et puis, voilà. Donc, au niveau sur la diapo, on vous a récapitulé les principaux éléments à retenir. Alors oui, bonjour à tous. Donc, nous allons pour ce chapitre désherbage aborder 2 questions principales. La première, c'est quelle stratégie en l'absence de S-métolachlore? Et la deuxième, un sujet d'ouverture pour vous porter à votre connaissance le fait qu'on travaille des alternatives pour mieux maîtriser les mauvaises herbes, et dans les solutions alternatives, l'architecture du peuplement, donc la densité de semis et l'écartement des rangs peuvent rendre service. Alors, en termes d'actualité réglementaire, on sait qu'on n'a plus le S-métolachlore désormais. Il nous reste donc 2 chloroacétamides, le DMTAP et la pétoxamide. Du côté de la pétoxamide, la substance active a été réapprouvée au niveau européen. Et en France, la spécialité commerciale, un successeur 600 au Juan, est en cours de réétude pour renouvellement d'AMM. Donc le produit est autorisé en 2025 et on attend la décision concernant les années qui vont suivre. La pendimétalline, l'an dernier, avait eu un reclassement et donc une phrase de risque H361D qui fait que désormais nous avons des restrictions pour certains mélanges. On ne peut plus mélanger la pendimétalline avec les tricétones, donc mésotrione, sulcotrione, tambotrione, et on ne peut plus non plus mélanger avec l'isoxaflutol. Donc je cite particulièrement ces mélanges-là qui pourraient rendre service dans des désherbages précoces du maïs. Et ayant en tête également que les produits qui contiennent de la pendimétalline vont repasser progressivement vont renouveler progressivement leur autorisation de mise sur le marché, et quand ils repasseront, ils auront une contrainte supplémentaire de dispositif végétalisé permanent de 20 mètres. Et dernier élément réglementaire, le tritosulfuron, qui est un antidicotylédone contenu dans des produits, les produits biathlon et conquérant, voit sa période d'autorisation arriver à l'échéance et la molécule ne sera pas soutenue. Donc 2025 sera probablement la dernière année de vente et d'utilisation. C'était les aspects réglementaires. On vous a remis ici les recommandations pour un bon usage du DMTAP. En effet, avec l'arrêt du S-métolachlore, il y a une pression forte sur cette molécule puisqu'elle va venir se substituer assez largement dans le désherbage des maïs. Et donc, il est important d'en avoir un usage responsable de manière à éviter qu'on le retrouve partout, parce que plus il va être utilisé, plus les risques de contamination ponctuelle sont élevés. Et donc, les recommandations que l'on avait déjà relayées l'an dernier restent valables. Certes, il n'a pas le même profil écotoxicologique ou surtout le même risque de transfert dans les eaux que le S-métolachlore, mais ceci dit, plus il va être largement utilisé, plus on a de risques d'en retrouver dans les suivis de qualité de l'eau. Autre actualité concernant le DMTAP que l'on a précisé ici, c'est une ouverture sur la culture du sorgho. Il y a un accord croisé entre BASF et Syngenta qui fait que le phytoprotecteur des semences de sorgho peut permettre désormais l'application de DMTAP en prélevé du sorgho. Donc ça donne de la souplesse au désherbage de cette culture, car sinon, en l'absence de ce traitement de semences, le DMTAP ne peut être fait qu'à partir de 3 feuilles, donc ce qui est souvent très tardif pour gérer les graminées dans cette culture. Donc une fois qu'on a dit ça, quelles sont les cartouches ou les briques élémentaires à notre disposition pour construire des stratégies de désherbage? Alors on a fait l'exercice de mettre à plat toutes les références dont nous disposions en regardant les efficacités. Donc c'est une note d'efficacité de 0 à 10, 30 jours après application, donc pour évaluer la solidité d'un premier passage du désherbage dans le maïs, sachant que derrière, au-delà de 30 jours, on va rattraper. Donc vous avez ici
l'ensemble de nos essais assez bruts, ce n'est pas des essais orthogonaux, donc il faut faire attention. Vous avez le nombre de références indiquées entre parenthèses. Et c'est une photo qui a amené à évoluer au gré de l'acquisition de nouvelles références d'essais. Et on va s'intéresser plus particulièrement au spectre sur graminées, puisque c'est bien la problématique principale qui nous concerne, avec la restriction, le retrait progressif des molécules qui permettent de bien les gérer dans le désherbage du maïs. Donc déjà, il nous reste donc 2 chloroacétamides, le DMTAP contenu dans l'ISAR Spectrum. On vous a mis un gradient de dose qui permet de voir la robustesse du produit, et puis la pétoxamide dans le successeur 600. Donc des solutions qui apportent une base intéressante sur les graminées estivales, et puis le régras également, mais on en reparlera spécifiquement. Et puis, bien sûr, on a d'autres partenaires ou alternatives possibles qui ne sont pas de la famille des chloroacétamides, donc qu'on vous a répertorié ici. Donc le Merlinflex, la Dingo, la pendiméthaline, l'Alkance, l'Isran, la mésotrione dans Caliprime. Et vous voyez que certes, les spectres ne sont peut-être pas aussi verts que les lignes du haut, mais ceci dit, on a de bonnes efficacités, notamment sur panique et digitaire, et en cas de faible pression et de faible densité, ces solutions peuvent tout à fait suffire pour un bon désherbage. Donc, ce constitue de bonnes bases au désherbage des maïs. Alors ça, c'était les briques élémentaires. Maintenant, il est important, quand on veut bien désherber une parcelle, de bien connaître sa flore et d'ajuster justement le désherbage à la flore présente sur la parcelle. Donc on vous propose l'arborescence suivante. La clé d'entrée, c'est la pression des graminées, puisque c'est ça qui est le plus compliqué à maîtriser dans la culture. Donc on va ouvrir progressivement cette arborescence. En cas de faible pression graminée, c'est les situations les plus simples à gérer, en fait, et dans ces cas-là, on insiste beaucoup sur le fait qu'il n'est pas utile d'utiliser les chloroacétamides et on va éviter le recours à ces molécules pour les préserver, et toujours dans l'esprit d'un usage responsable. Et on va s'appuyer sur des stratégies assez classiques, soit un passage unique de pré-élevé ou de post-précoce, soit de la double application foliaire. Donc ça peut donner des programmes de ce type-là. Alors, ce qui est écrit n'est pas exhaustif, ce sont des exemples. Donc, je peux passer en prélevé ou en post-précoce avec des solutions non chlore que l'on a vues précédemment, la Dingo, le Merlin. On rattrapera éventuellement s'il y a du ressalissement tardif, mais sur des parcelles peu infestées de mauvaises herbes, ça peut suffire aussi. Et puis, les doubles post-foliaires sont bien connus, c'est les Callisto, Milagro et compagnie. Donc, je ne vais pas m'attarder. Juste préciser qu'on peut être amené à renforcer un des partenaires selon les mauvaises herbes présentes, ou donc on peut monter la dose de tricétone pour gérer un large spectre de dicotylédone, ou encore ajouter un troisième partenaire dicote type prosulfuron ou tritosulfuron jusqu'à cette année. Bien sûr, dans ces situations de flore simple, c'est là que le désherbage mécanique a toute sa place. Donc, pour ceux qui sont équipés d'une rampe qui permet de localiser le traitement sur le rang, on avait montré l'année dernière des résultats d'essais tout à fait encourageants qui révèlent que ces programmes où on va localiser un premier passage de pré ou de post-précoce sur la zone du rang et rattraper dans l'interrang plutôt en désherbage mécanique donnent des efficacités tout à fait intéressantes sur des flores assez simples. Et puis bien sûr, il y a les stratégies mixtes classiques, donc on passe en plein et on panache du chimique et du mécanique avec du binage, l'ARC trig à l'aveugle qui permet de mieux gérer les graminées quand il y en a dans la parcelle. Donc ça, c'est les cas les plus simples. Maintenant, on va ouvrir le chapitre des pressions graminées élevées. Et là, bien sûr, ça devient plus compliqué. Donc, premier cas de figure, j'ai des PSD, panique sétaire digitaire, en densité moyenne à assez forte. Donc, dans ces cas-là, la stratégie, elle est assez unique, c'est-à-dire on va passer en 2 fois, plutôt en plein, avec une prélevée ou une post très précoce, qui va s'appuyer sur l'usage d'un chloroacétamide avec un partenaire pour le compléter, et puis un rattrapage de post-levé.
Donc, quand on regarde ce qu'on a en termes de références pour consolider ou écrire des propositions de programmes, donc on vous a remis ici l'étalon qui est le DMTAP à la dose recommandée maximale. Et vous pouvez l'associer avec de la pendimétalline. Vous voyez qu'avec le Dakota ou WinP, vous complétez bien le spectre PSD. Et on le complète aussi sur des dicotes parfois difficiles à gérer, donc ça peut être intéressant. Avec de la mésotrione, donc c'est Isar, Caliprime ou Fluva, vous avez aussi un spectre intéressant. Ça peut être particulièrement intéressant sur panique ou digitaire, cette association-là. Iseran, donc, qui est l'association mésotrione-clomazone. Alkans, pendimétalline clomazone associée au DMTAP. Et aussi le merlinflex, donc l'isoxaflutol, qui est utilisé plutôt en production de semences, mais qui peut retrouver de la place dans des maïs consommation pour le désherbage. Et puis une des solutions les plus robustes, c'est l'Isar Adengo. On va en reparler, notamment quand on parlera du Régra, mais cette solution apporte un spectre très large sur la gestion des graminées. Donc en termes de recommandations ou d'exemples de solutions de désherbage, on peut vous proposer, citer ces exemples-là. Donc un passage de prélevé ou de poste très précoce assez solide. Donc il y a un gradient d'efficacité qui est précisé ici, les solutions en vert étant les plus solides de notre point de vue, au vu des références d'essais dont nous disposons. On peut, en alternative, ne pas faire de prélevé, mais passer sur des maïs à 1-2 feuilles, mais surtout des graminées très jeunes, en associant une dose de DMTAP un peu réduite avec des produits racinaires et foliaires. Donc, par exemple, Isar plus Caliprime plus du nicosulfuron. Attention, on est sur des pressions graminées assez importantes, donc on ne va pas trop baisser la dose de nicosulfuron dans ces cas-là. Et si on est plutôt sur des spectres, des flores digitaires, on va plutôt utiliser de la mésotrione et préférer cette mésotrione au nicosulfuron. Le rattrapage derrière est un rattrapage classique qui est du type de celui que j'ai présenté tout à l'heure dans les solutions de flore simple. Et à présent, nous allons aborder des cas un peu plus compliqués. Je vais passer la parole à Céline. Donc je poursuis, donc effectivement, donc toujours dans des cas à forte pression graminée, on va faire un focus sur les sétères et notamment avec une complexité supérieure avec des situations de sétères plus ou moins résistantes à la grande famille des sulfonylurées et particulièrement du nicosulfuron. Alors avant de parler de stratégie de désherbage, il est bon de rappeler qu'il y a aussi des leviers agronomiques et de gestion de rotation qui permettront de baisser la pression de ces terres. Et en matière ensuite de désherbage, vous le verrez tout à l'heure, on va être très orienté sur des passages sur des adventices le plus jeunes possible et éventuellement complété par du binage. Alors, en matière de stratégie, donc dans un premier temps, je pense qu'il est important dans ces situations-là vraiment de cibler sur la prélevée. On pourra éventuellement décaler à la post-levée très précoce si on est sur des années avec des situations très sèches post-semis. Et donc, on va plutôt privilégier la prélevée pour gérer le plus rapidement possible ces sétères. Et comme vous le voyez affiché sur la diapositive, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on est très dépendant du DMTAP, donc au travers de la spécialité de Isar. Et on va plutôt proposer, alors les solutions ne sont pas toutes exhaustives, mais sur la prélevée, on va plutôt associer de l'Isar, soit avec de l'Adengo, du Merlinflex, etc. Et je précise également qu'on a réajusté un petit peu la dose de Isar. Les années précédentes, on était sur un ratio plutôt 0,8-1,2. On est plutôt maintenant sur un ratio 1 à litre 2
notamment parce qu'on est dans ces situations de ces terres résistantes et que l'on sait qu'ensuite, les solutions proposées, notamment en rattrapage, sont plutôt limitées. Et donc, effectivement, en rattrapage, je souligne qu'on a écarté complètement l'utilisation du nicosulfuron puisqu'on est dans des situations soit de résistance avérée ou en dérive d'efficacité du nicosulfuron. Et on a bien vu dans nos essais en situation de résistance la très faible, voire l'inefficacité du nicosulfuron. Et donc, dans ces situations de rattrapage, on fait un petit peu avec ce qui nous reste en matière de spectre. Donc, je vous recommanderais d'une part de viser les cétères les plus jeunes possibles. Et puis, vous avez un ensemble de propositions, par exemple de l'O10 plus huile, auquel on a rajouté ici, alors on l'a mis entre parenthèses, mais sur des situations s'il y a des relevés de cétères assez importantes, de le compléter avec de l'onyx qui, alors, n'est pas un antigraminé, hein, mais qui va permettre, et on l'a vu dans des essais, une synergie assez intéressante. Et les quelques points supplémentaires sont toujours bons à prendre dans ces situations-là. Et puis les autres propositions, donc à base de Bonsoon, par exemple. Et puis les deux dernières lignes, où j'attire aussi un petit peu votre attention, ce sont des solutions qu'on a pu tester dans les essais, où cette fois-ci, le DMTAP n'est pas utilisé dès la prélevée, mais va être plutôt mis dans une situation de rattrapage pour notamment gagner un petit peu en persistance. Et donc, dans ces situations-là, on est plutôt sur l'association d'autres racinaires et d'autres chloroacétamides avec le successeur. Sur la dose de 2 litres, en revanche, associé soit du Merlinflex ou de l'Iseran, et rattrapé par de l'O10 plus de l'Isar. Donc l'Isar, là, qui peut apporter un peu de persistance, notamment dans des situations de relevé de ces terres, voire de parcelles irriguées. J'ai mis également le binage qui peut être intercalé avec vraiment une vigilance particulière, vraiment un binage qui, selon moi, se fait dans des situations très tactiques, sur des adventices, des graminées extrêmement jeunes, et si on a des conditions séchantes annoncées après le binage. Sinon, il vaut mieux reporter. Pour poursuivre, donc toujours dans des situations difficiles, cette fois-ci sur le régras. Là également, on va parler de désherbage, mais bien évidemment, un ensemble de leviers agronomiques doivent être mis au préalable sur les parcelles pour essayer de baisser au maximum la pression du régras. Et ensuite, si l'on parle de désherbage, pour gérer du régras, il est vraiment impératif, et on peut le voir avec le petit graphique là, qui a été mis sur votre droite, issu d'une synthèse de 26 essais dans le réseau désherbage Centre Île-de-France-Auvergne. Mais pour gérer du régras, il nous semble vraiment indispensable de commencer avec de la prélevée et un rattrapage, puisque vous allez le voir, les solutions disponibles sur le régras, notamment donc les antigraminés utilisables dans le maïs, sont vraiment restreints. Et donc, il ne faut pas rater, on va dire, la première intervention, d'autant plus que le régras a quand même des levées préférentielles en même temps que le maïs. Et donc, en termes de solutions, vous avez mis quelques résultats d'essais. Ici, des efficacités, d'une part, sur le premier graphique en orange à T plus 30 jours, et puis en bleu à T plus 60 jours. On voit que dans les solutions, il n'y a pas grand-chose. Et donc, là aussi, une des substances actives les plus efficaces et les plus régulières, c'est bien du DMTAP qu'on trouve au travers soit de l'Isar ou du Dakota. Une efficacité qui nous semble intéressante avec le successeur, on le verra tout à l'heure, et également avec la Dingo, sachant que sur la Dingo, vous le verrez dans les propositions, il sera toujours proposé associé, justement pour gérer aussi des problématiques de résistance du régras à la grande famille des sulfos. Alors, en termes de préconisation, comme je vous le disais, on est plutôt sur de la prélevée indispensable avec du DMTAP.
Sur la poste, la poste va être très ciblée autour d'une substance active, autour du forum sulfuron. Et justement, pour maximiser l'efficacité du forum sulfuron, je vous rappelle que l'on peut adjuvanter, par exemple, le monsoon, et qui permet de gagner quelques points d'efficacité. Ici, sur cette synthèse de 10 comparaisons, vous avez sans adjuvant ou avec simple ou double adjuvantation quelques points qui peuvent être gagnés. Et alors, c'est peut-être pas beaucoup, mais sur une adventice comme le Regra, où les efficacités sont tout justes, c'est toujours ça de gagner. Et donc, effectivement, sur la poste, les solutions proposées sont à base du forum sulfuron, et on recommandera là aussi de viser des adventices le plus jeunes, les Regra le plus jeunes possible. On a mis malgré tout le nicosulfuron à des doses assez significatives, vous voyez, de 30 à 40 grammes, mais selon nous, et on le voit bien dans les résultats mis en place dans les expérimentations, on est sur des moindres efficacités, sans doute aussi pour des problématiques de résistance. Donc voilà sur le petit focus, on va dire, Ceter et Regra. Et puis très rapidement, je vous propose un sujet d'ouverture pour terminer sur le désherbage du maïs. Et donc effectivement, sur la station du Magnereau, on a mis en place une nouvelle expérimentation. L'objectif, c'était d'évaluer l'impact de l'architecture du peuplement du maïs sur l'enherbement et sur le désherbage. Autrement dit, est-ce que en jouant sur l'écartement du maïs, est-ce que ça a un impact sur les adventices et est-ce que l'on peut modifier aussi les stratégies de désherbage si on arrive à chaque fois à répondre à la question. Et donc cet essai a été mis en place au Magnereau avec différentes modalités. Donc des modalités avec écartement classique à 80 cm et un écartement plus resserré à 55 cm avec deux densités, 90 000 et 130 000 plantes. Côté désherbage, sur chacune des modalités, on a un témoin non traité, puis une modalité de prélevé solo et une modalité de prélevé rattrapé, donc pour voir aussi l'effet du rattrapage. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet essai. Vous avez les dates de semis, les principaux stades, le diagramme climatique qui va repositionner la prélevée et la post-levée. Je préfère tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Une petite photo ici au 5 septembre pour montrer la très forte pression de Ceter dans cet essai. On est sur une moyenne de 120 Ceter, je le rappelle, parce que les résultats vont être très liés avec cette pression Ceter relativement très importante. Et donc, sur ces photos, vous avez les écartements 80 cm, donc classique, 55 cm, et avec deux densités, 90 000 plantes et 130 000 plantes. Au passage, cette densité de 130 000 plantes, ce n'est pas quelque chose pour l'instant qu'on va bien évidemment recommander. On est bien dans une démarche d'expérimentation et donc on voulait vraiment évaluer cette surdensité sur l'impact du désherbage. Et donc c'est vraiment nous, dans nos essais, que l'on peut aller un peu plus loin. Alors, en matière de résultats, et sur ce premier graphique, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de noter régulièrement dans les essais, mais là, vu l'objectif visé, c'était vraiment important. Vous avez ici la biomasse, en fait, des adventices prélevés à floraison. Donc, effectivement, les collègues ont été prélever les adventices, quantifiés, et on peut voir, donc c'est exprimé ici en kilogrammes par mètre carré, peu importe, mais on voit un léger effet malgré tout de cette biomasse adventice qui est moindre dans les écartements à 55 par rapport à l'écartement classique de 80 cm, et ce alors on l'a fait uniquement dans les modalités non traitées. Donc déjà un premier point, léger effet sur l'écartement. Deuxième résultat sur l'efficacité, donc ça vous avez l'habitude de le voir, ce sont les bâtons là qui sont de couleur verte, donc des efficacités qui sont notées de 0 à 10. 7, on considère qu'on est sur
un désherbage qui commence à être acceptable. Donc déjà, dans un premier temps, vous voyez que on a du mal à avoir des efficacités importantes. Alors c'est sans doute, c'est très lié de toute façon avec la densité très importante de ces terres. Ce que l'on peut retenir de toute façon, quelles que soient les modalités, c'est qu'il était indispensable de rattraper à chaque fois, hein, puisque la prélevée n'est pas satisfaisante. Et puis, le deuxième point, c'est ce que l'on peut voir et ce qu'on a essayé justement de chercher, donc on est quand même plutôt satisfait de ce résultat, c'est qu'on voit un petit effet de l'écartement, puisque sur des écartements à 55 cm, en désherbage complet, hein, donc pré plus post, eh bien on arrive à atteindre, voire à dépasser le niveau acceptable de 7 d'efficacité. Donc c'est un résultat qui nous semble intéressant. On est allé aussi jusqu'au rendement. On a pu mesurer la nuisibilité adventice, alors ici qui est de 33 quintaux par hectare. Sans doute, il y a encore quelques quintaux perdus hein, dans la parcelle hein, vis-à-vis de la pression adventice compte tenu des notes d'efficacité du désherbage. Et concernant les autres modalités, on a des rendements qui varient entre 150 et 160 quintaux par hectare. On n'a pas identifié de différence significative hein, avec le test statistique. Donc pas en tout cas, autrement dit, on n'a pas eu d'impact du resserrement sur le rendement, même si en tendance, alors je sais que sur le point des stats, ça ne joue pas, mais on a pu voir des rendements un petit peu moins élevés sur la modalité surdensifiée avec l'écartement de 55 cm, ce que l'on voyait d'ailleurs sur le terrain avec des maïs qui semblaient souffrir un petit peu plus. Donc voilà, une première expérimentation. Je ne vais pas rentrer dans le détail et réexpliquer les premières conclusions. Donc ce sont des travaux préliminaires qui seront reconduits l'année prochaine en 2025. Mais en tout cas, on a pu voir des choses sur la pression adventice, sur le fait de resserrer les rangs et donc que le maïs exerce une concurrence supplémentaire sur les adventices. Je rappelle que, on l'a vu hein, avec Anne-Monique, hein, le désherbage et notamment la gestion des graminées, notamment en forte pression, est compliqué. Donc, on n'en a pas parlé, mais vous avez pu voir que les coûts du désherbage s'envolaient hein, lorsqu'on est sur ces pressions d'adventices très fortes.